Salut et bienvenue de nouveau sur ce rendez-vous hebdomadaire de la chaîne Babette Comics. Qu'est-ce que j'ai lu ce week-end? Numéro 7 il me semble. Donc on va commencer très fort, il y aura du manga, il y aura du comics. Donc pour commencer, The Adventure of Dai, le 3e tome. Donc le tome où Dai rencontre Yunkel. Donc bien sûr, shoujo classique, hein. Donc son ennemi va devenir finalement son allié, il n'y a pas de gros spoil là-dessus. Cette édition, moi je l'avais déjà présentée dans une de mes vidéos, d'ailleurs elle sera en description si vous êtes curieux. Dragon Quest, la quête de Dai, c'est vraiment pas mal, c'est les fly en français, et donc cette édition regroupe 2 tomes, il est assez épais et beaucoup plus lourd qu'un manga normal, et surtout la plus-value est qu'il y a des pages colorisées. Je vous montre. Alors le design est très Akira Toriyama-esque, si on peut dire ça, c'est un petit néologisme, mais voilà, ça y ressemble, mais pas énormément. Après, Akira Toriyama avait fait quelques couvertures du jeu vidéo, il me semble, mais ça j'avais déjà dit dans la vidéo. Donc la quête de Dai, très bon, le 3e, on continue finalement dans ces épisodes-là. Traduction revue, le tome est sorti en retard parce que apparemment le premier et le deuxième était sorti et finalement l'éditeur original et les voulait que ça soit un peu plus qualitatif en Europe pour les tomes 1 et 2, donc il y avait eu un petit coup d'arrêt, et puis là, bon, l'édition est repartie, sachant que c'est la même édition en Italie, je crois que Max Faraday en avait parlé, et puis comme je vous le disais, le lien de ma vidéo dessus est en description. Après, changement de décor, hein, on est toujours dans la grosse baston. 2e tome paru chez Panini Comics sur l'univers de Warhammer, donc sort de bataille, que je voulais absolument le prendre. Chronique d'Escobar sur Instagram, on avait fait une petite critique, moi j'ai lu à mon tour, et il me semble qu'il y a un des spécialistes du fluff, c'est-à-dire du lore Warhammer 40 000, qui en avait fait une présentation aussi, ce qui m'a donné envie de l'acheter. Je me le suis pris, j'avais bien aimé Calgar qui avait été très bien, Calgar est là, comme vous le voyez, et j'avais bien aimé Marneus Calgar. Alors là, pour sort de bataille, c'est autre chose. Donc sort de bataille au dessin. Alors, scénario, c'est Torun Grandbeck. Et au dessin, c'est Edgar Salazar. Donc vous avez certaines des covers qui sont sorties en VO. Et le dessin, j'aime bien le dessin, je trouve qu'il est même plus qualitatif que ce qui a été fait sur Marneus Calgar. L'histoire est sympa, après c'est du Warhammer, hein, c'est les sœurs de bataille se battent contre un culte. Et le culte, est tenu par une femme habillée en violet. Les vrais savent que ceux qui sont habillés en violet ils se rapprochent de quel dieu du chaos, à votre avis? Ça commence par un S slash pardon, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, hein, c'est l'été. Voilà, et c'est super. Moi j'ai adoré le dessin, j'ai bien aimé le scénario. Ça nous donne une petite entrée sur l'univers de Warhammer. Très dynamique. Alors, c'est pas le scénario de l'année, hein. Si vous connaissez l'univers de la Warhammer, vous allez retrouver vos marques, surtout 40 000. Mais c'était une lecture très divertissante, je vous le conseille. Sœurs de bataille, sortie chez Panini Comics, je crois au mois de juillet. Autre lecture, donc chez un nouvel éditeur de comics, Black River Comics, une étude en émeraude. Donc ça ressemble, moi je trouve que ça ressemblait beaucoup à Urban au niveau de de la manière dont c'est présenté chaque livre et tout ça. Et donc je me disais, mais c'est Urban, en fait j'ai lu, Black River Comics, un nouvel arrivant dans le milieu du comics. Donc ça se passe sur une ère victorienne, un peu dystopique, et vous comprendrez pourquoi, parce que si je vous le dis, ça gâchera la surprise. Et donc, ça se passe comme un roman de Sherlock Holmes, d'ailleurs c'est le but. Et ce livre est construit avec énormément de références à des romans de l'époque. Jekyll and Hyde, Frankenstein de Mary Shelley et autres. Et c'est très très intéressant, vous avez des mini-pubs à chaque fois, des fausses pubs qui sont dessus. Le dessin est très sympathique. Alors, au début, vous allez avoir l'impression de suivre Sherlock Holmes et Dr. Watson. Et finalement, il n'en est rien. Et vous verrez pourquoi. On devine véritablement le nom du protagoniste principal si vous connaissez l'univers de Sherlock Holmes. Je vous le disais qu'il y a des pubs, Jax et autres. Donc des références finalement au roman fantastique du 19e siècle. Et il y en a même un avec Tépès
Alors TPS, pour ceux qui savent pas, Vlad Tepes, hein, vous l'aurez su, l'Empaleur, c'est le personnage qui a inspiré Dracula. Alors attendez que je vous retrouve la pub. Ah, voilà. Donc c'est un ouvrage, bon, il est 14,95 €, 14,90 €, pardon. Très sympa à lire, et ça laisse présager une suite, peut-être. En tout cas, sachez que c'est un croisement entre, pour caricaturer, un croisement entre Cthulhu, les grands anciens créés par Lovecraft, et l'univers de Sherlock Holmes. Et j'en dis pas plus parce que sinon je vais spoiler un peu plus. Mais très sympa, une belle aventure pour 14,95 €, moins de 15 €. Alors, prochaine chose, moi j'avais beaucoup adoré Something is Killing the Children, et donc j'avais pas lu le tome 4. Et le dessin est magnifique. Et alors ce tome 4, ça parle quoi? Ça parle des origines d'Erika, que vous avez déjà suivi dans les 1, 2, 3 de Something is Killing the Children. Alors, ici on s'intéresse à la jeunesse d'Erika, comment elle est arrivée dans la loge du massacre. Donc si vous ne le savez pas, si vous n'aviez pas suivi les premiers, c'est une confrérie d'assassins qui lutte contre des monstres qui bouffent des enfants mais aussi des adultes. Voilà, le dessin est très sympa, alors je vais essayer de spoiler un minimum. Voilà. Et donc ici, comme je vous le disais, ça parle de la jeunesse d'Erika. Le dessin, j'adore, c'est vraiment super joli. On dirait presque de l'aquarelle. Le scénario, c'est James Tynion The Force, le 4e, quoi, que vous connaissez, qui a déjà officié sur Batman et surtout sur un des super récits que vous devriez lire, c'est Batman et les Tortues Ninja. Et au dessin, c'est Werther Dell'Errada. Est-ce que je prononce bien? Dell'Errada. Pardon. Bon, je pense dessinateur d'origine italienne, mais par contre, ça fait vraiment le taf. J'adore le dessin. Something is Killing the Children, c'est du Buffy, mais en plus vénère. Et donc ce qui vient après, série décriée comme étant moins qualitative et qui est dans le même univers, c'est House of Slaughter. House of Slaughter, donc ça raconte l'histoire d'Aaron qui est ici, qui dure pas longtemps dans le comics, hein. J'arrête le spoil ici, mais il faudrait que vous le regardiez. Et le dessin, on va voir si c'est les mêmes personnes. Alors, au scénario, c'est James Tynion The Force et Tate Brombral, et le dessin, c'est un autre dessinateur, c'est Chris Sheehan. Alors, est-ce que ça change un peu au niveau graphique? C'est très joli, mais ça reprend à peu près le style graphique de Something is Killing the Children. Après, j'en dis pas plus, parce que une vidéo est prévue, vous avez voté sur Instagram pour choisir une review sur cette série. Donc ce que je ferai Something is Killing the Children, et celui-là, je le laisserai de côté, mais en tout cas, moi, je trouve pas qu'il soit très mauvais. J'ai bien aimé cette lecture. Hein, Solsta, je sais que t'as détesté, mais moi j'ai bien aimé, je trouve que ça le fait bien dans le prolongement. Et finalement, c'est... comment dire, ce spin-off, ça va être un peu la suite du tome 4 de Something is Killing the Children. Donc c'est plutôt intéressant à lire, si vous aimez l'univers, et si vous voulez aller plus loin. Mais ça en vaut vraiment le coup, pour moi en tout cas. Là, en autre lecture, donc quelque chose que je veux lire depuis longtemps, Days of Future Past. Donc c'est la collection X-Men de chez Hachette. Donc Days of Future Past, dedans, et il n'y a pas beaucoup de pages dessus, hein. Le scénario, c'est Chris Claremont et John Byrne, et le dessin, c'est John Byrne et John Romita Jr. On le voit beaucoup. Donc ça part de Wolverine, qui va voir la division Alpha, Cyclope qui est parti suite à la mort de Jean, hein, une de ses premières vraies morts en tant que Phénix. Et donc ça relate un peu ce qui se passe, l'équipe qui se décompose avec Cyclope, Tornade qui devient la leader, et puis finalement Kitty Pryde a un rôle important à jouer, parce que comme vous le savez, dans le film Days of Future Past, on revient en arrière pour empêcher le massacre des mutants, vous le savez, et là c'est à peu près la même chose, sauf que... comment dire, c'est un grand monument du comics, c'est quelque chose qui était vraiment une référence dans les années 80. Je vous montre, Wolverine un peu vieilli, Kitty Pryde un peu vieilli, les mutants qui sont dans des camps, la plupart ont été exterminés par les sentinelles, et donc c'est un peu camp de concentration et travaux forcés. Et toute l'intrigue de cette histoire, c'est comment changer le passé pour éviter ce futur horrible. Donc voilà, alors dans le film c'était Wolverine qui revenait en arrière, bon là c'est Kitty Pryde originellement. Alors ça a été assez dur à lire parce que au niveau du dessin c'est vieux quoi, hein. C'est début des années 80, je crois que c'était de mémoire 82 ou 83. J'en avais lu une partie dans les Strange, surtout là où Franklin se fait désosser par une sentinelle, un peu comme Wolverine sur la cover originale.
Donc la collection Hachette X-Men, c'est vraiment un must-have. Et surtout, vous avez dedans des couvertures originales, celle-là, qui a été reprise maintes fois, et qui est aussi dans la reliure. Ce que je trouve très sympa. Donc une bonne lecture pour connaître les origines, un peu déçu parce que c'était très court et pas trop développé. Mais en tout cas, c'est une bonne lecture dans le prolongement de la collection X-Men de chez Hachette. Autre lecture qui m'a beaucoup déçu, ça sera la dernière pour ce week-end, le Spawn Godslayer. Alors au dessin, c'est Philippe Tan, c'est exceptionnel. Au scénario, c'est Brian Holguin. Alors au dessin, c'est Jay Anacleto pour le prologue, avec Lan Menida et Brian Aberlin, Philippe Tan, chapitres 1 à 8, ancrage Philippe Tan. Bon, Philippe Tan, le dessin est magnifique. Et même celui du prologue aussi, et c'est vraiment, des fois de la peinture, c'est vraiment magnifique. Je vous le conseille absolument au niveau du dessin, au niveau du scénario. Il faut se dire que ça aurait pu être une des meilleures sagas dans l'univers de Spawn, parce que l'histoire partait bien, là vous avez droit qu'à une petite introduction. La série n'a pas décollé au niveau des ventes, c'est resté stable, et ça a dû être arrêté en 2008. D'ailleurs, l'auteur vous le dit dans sa postface, vous donne les raisons, parce que finalement, quand vous arrivez à la fin de la lecture de ce recueil, vous êtes dégoûté, mais complètement dégoûté que ça se finisse comme ça, au cri au foutage de gueule. Moi, j'étais un peu vénère et tout ça. Et finalement, vous le comprenez dans la postface, quoi, qui est ici. Alors, le recueil est un peu cher. Je crois que c'est 35€. Faut être fan de l'univers de Spawn. Après, vous voyez, moi, Spawn, j'en ai pratiquement 2 étagères, hein. J'ai tout ce qui est paru chez Delcourt. Même les trucs les plus chiants, genre Violator, Spawn White Cats et tout ça. Le dernier que j'ai trouvé, c'était Spawn White Cats, à un prix assez indécent. Enfin bref, les Spawn, si vous voulez pas qu'ils se retrouvent en rupture et très très cher, faut les acheter dès qu'ils sortent. Là, c'était la couverture normale. Il y avait une couverture variante qui était chez Original Comics, mais bon, moi j'ai préféré acheter la normale, et je trouve que c'était pas mal. Alors, voilà, c'est le sentiment, tout bon fan de Spawn serait un peu dégoûté à la suite de cette lecture, hein, parce que la fin, ça se finit en cul de poisson. Il y avait tellement de choses qui devaient arriver, il y a tellement de développement de personnages qui devaient arriver et tout ça, et finalement, on arrive à la fin, c'est vraiment décevant. Et on se dit, c'est de l'arnaque. Pas vraiment. Au niveau du dessin, c'est très bon. Au niveau du scénario, ça ne faisait que commencer, et c'est, bon, on va dire, Spawn Godslayer, petit ange parti trop tôt. Moins, sniff, sniff. Voilà, bon, ça a été mes lectures du week-end. Je vous présenterai les prochaines lectures. Il y aura pas mal de Minola dans mes prochaines lectures. D'ailleurs, moi, c'est un scénariste et un dessinateur qui ne m'a pas trop déçu. J'ai commencé Hellboy il y a 5 ans avec les gros deluxe, que je vous présenterai peut-être un peu. Prof Geek avait fait une vidéo dessus, mais parce qu'il avait été déçu et tout ça, mais l'univers est tellement riche. S'il savait toutes les promesses que ça pourrait engendrer, et tout ce qu'il y a dans Hellboy, je pense qu'il reviendrait sur ces lectures. Si la vidéo vous a plu, de mes lectures comics ou de toutes les reviews que je peux faire, n'hésitez pas à liker, partager et à en parler autour de vous. Et aussi commenter, ça me fait monter dans l'algorithme de YouTube. Plus la chaîne aura de gens qui la suivront, plus moi ça me motivera à faire d'autres formats. Voilà, finalement, parce que j'ai essayé quelques trucs, il y a des trucs qui ont marché, des trucs qui ont un peu moins marché. Si vous voulez une FAQ, on peut essayer d'en faire une, et je ferai une annonce et vous poserez vos questions en dessous. Vous pouvez me poser vos questions sur Instagram, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? C'est à vous de me le dire. En tout cas, je vous remercie de suivre la chaîne, et voilà, si ça vous a plu, c'est mon plus grand plaisir. En tout cas, je vous dis bientôt, et à plus pour le prochain épisode de Something Kills the Children. Ciao. J'ai oublié de dire un truc sur la vidéo. Il me manquait un truc là. Qu'est-ce qui me manquait? Ah. Je crois que j'ai oublié de vous parler de ça. Allez, on va le faire tout de suite. À de suite. Lecture, une des plus passionnantes d'ailleurs, que je suis depuis 2007. Découverte donc Berserk sur le tard, avec l'ancien dessin animé des années 90, je crois qu'il est de 95. Et après la nouvelle version, The Golden Age, t'es pas en 2012, vous pouvez encore la voir sur Netflix. Donc c'est le tome 41. Dans le tome 40, on était sur le cliffhanger où Casca commençait à retrouver sa mémoire, et donc là c'est l'après, et ça a été les derniers chapitres dessinés et scénarisés par Kentaro Miura, parce que vous le savez, il est mort d'une dissection aortique, et donc on a mis 2 ans à voir ce tome. Donc c'est vrai que ça fait un gros manque, parce que Berserk ça a commencé en 89 et ça a fait l'effet d'une bombe quand Kentaro Miura est mort.
Déjà, une petite pensée pour sa famille, pour ses proches, hein, parce que ça n'a pas dû être facile. C'était l'année dernière qu'il nous avait quittés d'ailleurs. Et donc, comme le disent pas mal de gens, c'est émouvant d'avoir ce tome-là dans les mains. Et surtout que le dessin est véritablement nickel. Avec Glénat, ils font du bon boulot, hein. Je crois que c'est même eux qui ont One Piece en manga, donc c'est des gros vendeurs de manga, ils savaient faire. Et donc ce tome 41 de Berserk a été célébré aussi par une édition collector. Cette édition collector, donc elle est un peu plus grosse que l'original, donc avec vernis sélectif. Magnifique, elle est grande, hein. Si je vous la compare par rapport à la petite, voilà ce que ça fait, hein. Voilà, ça fait un bel ouvrage avec une belle reliure et des cases un peu augmentées. Avec, il y a un print, donc ça vous êtes habitué, hein. Si vous regardez les Ulule et tout ça que je fais, il y a un print, le print qui a la couverture du 41. Hop, de retour, donc la plaque est là. Et dans le coffret, ouais, j'en ai un deuxième. On a acheté un deuxième parce qu'il y a un de mes cousins qui est fan de Berserk. Donc quand j'avais trouvé 15 collecteurs à la Fnac, j'en ai pris un supplémentaire. Donc pour mon cousin, j'ai essayé 14 autres parce que je suis pas un enfoiré, quoi. Voilà, de spéculateur ou quoi que ce soit. Voilà. Donc tome 41 de Berserk, très beau tome, avec des cases agrandies, donc ceux qui ont les éditions colossales des Titans, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, ça y fait un peu penser, et franchement, ça vaut le coup d'agrandir les cases, rien que pour ce tome 41. Alors il y a un youtubeur manga qui s'appelle Ed le Fou, qui a dit que ça lui plaisait pas trop. Bon, moi je suis pas trop d'accord avec lui parce que je trouve que c'était vraiment un moyen de célébrer. Lui il préfère l'édition japonaise. Finalement vous aviez le tome 41 dans un espèce de tableau que vous pouviez sortir dans une toile. Après moi je trouve que c'est pas mal d'innover par rapport à ce qui s'est fait au Japon, et regardez, les planches elles sont toujours magnifiques. Donc si vous pouvez, si vous êtes un gros fan de Berserk, prenez le 41 normal et prenez le collector, ça fait toujours jouer dans une bibliothèque après. Je peux comprendre Ed le Fou, c'est que si vous avez qu'une bibliothèque pour le manga et pas pour le comics, ouais ça rentre pas, hein, ça rentre pas. C'est un gros volume, je vous le remontre, mais en tout cas c'est émouvant, et puis c'est très intéressant de rester sur cette partie, et vous restez à la fin, c'est toujours sur un cliffhanger, donc je sais pas combien de temps on va avoir à mettre, sachant que c'est un de ses amis qui avait travaillé avec lui sur l'Eclipse. Donc ça on le sait par rapport à pas mal d'interviews, et ce qui a été mis aussi, je crois, dans le livre. Vous aviez pas mal d'informations sur l'avenir du tome 41, bon, sur internet vous le trouverez aussi. Tac. À la fin, bon, vous avez un peu de pub pour les autres œuvres de Miura. Et vous avez aussi une postface écrite par l'équipe du magazine Young Animal. Donc je vous conseille ce tome 41 de Berserk, surtout que ça va continuer à changer. Ça va continuer, et donc je pense que même si c'est un nouvel auteur dessus, on va avoir la fin qu'on voulait, parce que Kentaro Miura l'avait mis dans la discrétion, quoi, de ce qui allait se passer. Donc véritablement, moi c'était quelque chose que j'attendais longtemps. Quand j'ai su que l'auteur allait mourir, je pensais pas qu'on aurait la chance quand même d'avoir ce dernier tome et que la série continue. Je trouve que c'est une chance. Je fais partie de ceux qui sont optimistes par rapport à ça, parce qu'à côté il avait quand même un studio, le studio Gaga, qui l'aidait à faire tous ses dessins et tout ça, donc ils gardent leur savoir-faire finalement sur le dessin, sur l'univers de Berserk, avec l'auteur qui a été mis dans la confidence. Et je pense que pour Berserk, qui est une bonne série de dark fantasy, hein, là c'est vraiment de la dark fantasy, hein, c'est pas comme du Sapkowski où il y en a qui pensent que c'est de la dark fantasy, parce que The Witcher n'est pas de la dark fantasy, mais absolument pas. Mais en tout cas Berserk, gros monument, et même si vous n'aimez pas le manga, rien que pour le trait de Berserk, ça vaut vraiment le coup. Moi je vous conseille Berserk si vous ne faites pas de manga, plus que Bastard qui est revenu en série sur Netflix ou autre. Berserk c'est vraiment du talent à l'état pur, aussi bien dans le dessin, un peu moins dans le scénario. Après, bon, il y en a qui disaient il savait pas où il allait, Miura, il traînait en longueur, et d'autres qui disaient ouais mais tout était déjà dans sa tête, sauf qu'il savait pas comment l'utiliser. Si vous voulez aller plus loin, alors il y a celui-là qui est sorti, donc c'est un artbook, mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a une interview de Miura à la fin qui date de 93 ou 95,
qui relate ça. Alors bon, c'est intéressant, mais par contre c'est vraiment vieillot. Le format est hyper grand, vous avez des planches qui sont magnifiques. Là, je vais pas avoir peur de spoiler, hein. Vous avez alors hop, je vais cacher, sinon je vais avoir la censure YouTube, hein. Vous le savez. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Il y a des planches qui sont trop belles. Oh bah regardez, ça, c'est vraiment géant, vraiment. C'est ce livre, si vous êtes fan de Berserk, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Après, bon, c'est un peu cher, mais si vous êtes fan, Starbook pour voir les planches en grand, voilà, c'est pas mal. Je vous montre, hein, par rapport au manga, ce que ça fait. Voilà, c'est petit. Ça tiendra pas dans une bibliothèque faite pour le manga, et ça tient dans une bibliothèque faite pour les artbooks ou pour les grands covers. Voilà, c'est tout pour moi pour cette petite parenthèse. J'espère que vous me permettrez un peu de m'excuser sur ce montage, mais j'avais oublié de vous parler de Berserk. Mais comment on peut oublier de parler de Berserk? C'est n'importe quoi. Bah, voilà, finalement, je le fais. Et voilà, allez, salut à tous, ciao.